Ça marche. Bonjour. Alors, je vous remercie de m'accueillir à Cloud Temple pour cette mini-conférence avec une promesse marketing assez amusante qui est trouver une solution à un problème impossible. Je m'appelle Michel Sasson, je fais du conseil en innovation, c'est-à-dire que mon métier c'est d'avoir des idées, des besoins de la part des clients et de rendre quelque chose qui est un projet entre les deux. Donc moi je ne sais pas comment on a les idées, la créativité, tout ça, ce n'est pas mon travail. Et la gestion de projet non plus, c'est essayer de structurer ça pour qu'il y ait un modèle économique, une équipe, un calendrier, ce type d'éléments. Et j'enseigne en école, j'enseigne à l'EPITA l'innovation, j'enseigne à l'école de guerre économique la Métis. Et j'ai enseigné à l'école polytechnique un bon moment. Et c'est une partie de cet enseignement qui trouve place ici. J'ai inventé 2-3 outils que je suis fou de joie de partager avec vous aujourd'hui. C'est parti. On commence avec un tableau du milieu de la Renaissance. Et on a ici un objet qui m'intéresse beaucoup, qui s'appelle une sphère armillaire. Et je vais vous la montrer en grand, ça on pourra en parler. En gros, une sphère armillaire, c'est un objet super bizarre. Est-ce que quelqu'un sait à quoi ça sert? Je vais poser plein de questions. Non. Okay. C'est un outil qui a été inventé depuis l'Antiquité, entre Babylone et la Grèce, et qui va exister à peu près jusqu'à la moitié de la Renaissance, c'est un outil de calcul qui permet de savoir où sont les planètes. On peut savoir où se trouve Saturne à telle époque, c'est juste en tournant la sphère armillaire. Donc c'est un outil d'astronomie. Et il a comme particularité de partir sur quelque chose de faux, qui est le fait qu'au centre, c'est la Terre. Donc en gros, ça décrit les planètes, ça décrit le système solaire, avec un début qui est faux, qui est de dire c'est la Terre qui est au centre du système. Mais ça décrit bien, c'est-à-dire qu'on arrive vraiment à calculer où sera Saturne, Vénus, à quel moment il y aura un solstice, à quel moment les deux se croiseront vis-à-vis de nous, alors qu'on est sur quelque chose de faux. Et pour nous, c'est un peu compliqué. On a le sentiment que si on part sur une base fausse, on va trouver une réponse qui va être fausse. Là, on passe sur une base qui est fausse, et on trouve des réponses qui sont justes. Et ça commence à déplacer un peu notre univers en disant « mais qu'est-ce que je vais faire de ça ?» Peut-être que c'est pas faux, peut-être que c'est autre chose. En fait, depuis Copernic, on s'est rendu compte qu'il valait mieux mettre le Soleil au centre. Et la raison pour laquelle il vaut mieux mettre le Soleil au centre, c'est que c'est plus simple. C'est pas que c'est plus vrai. C'est que c'est plus simple. Est-ce qu'on pourrait décrire l'ensemble du système solaire à partir de la Terre? Oui, on l'a fait pendant longtemps. Est-ce qu'on pourrait le faire à partir d'une autre planète? Oui, on pourrait le faire. Quel est l'intérêt de le faire à partir du Soleil? Alors le Soleil entraîne plus les planètes que les planètes n'entraînent le Soleil. Mais c'est plus facile à calculer. Donc la première chose qu'on va avoir comme approche, c'est celle de se dire, mais finalement, entre le vrai et le faux, il y a des choses qui sont totalement fausses. C'est-à-dire, est-ce que tout ça tourne autour d'une autre galaxie? Non, ça ne marche pas. Mais entre le vrai et le faux, c'est peut-être une question de ressources, de qu'est-ce que j'ai besoin de générer pour obtenir un résultat. Ce qu'on est en train de chercher ici, avec cette petite introduction autour de la sphère armillaire et de l'héliocentrisme, c'est on arrive à un niveau de complexité qui rend difficile un certain nombre de problèmes. Et ce qu'on est en train d'échanger, ce que j'essaye d'échanger avec vous, c'est une nouvelle approche pour faire face à la complexité. Quand c'est trop compliqué, on fait comment ? La différence qu'il y a entre compliqué et complexe, compliqué, c'est avec beaucoup d'efforts, je vais y arriver. Il y a une solution, on sait qu'on va y arriver, avec beaucoup de calculs, beaucoup d'efforts, on va y arriver. Complexe, c'est quand les choses sont enchâssées les unes dans les autres, qu'elles sont liées les unes aux autres. Par exemple, si je dois calculer à un moment donné la position de la Terre et de la Lune dans une époque lointaine, c'est assez facile. On a un algo, une façon de le calculer qui est assez simple. Si je dois calculer la position de Mars avec ses deux lunes, alors là, ça devient beaucoup plus compliqué parce qu'à partir de 3, on rentre dans un système complexe. Quand ils ont des interactions les unes avec les autres. Parce que Mars attire une lune, Mars attire l'autre lune, les deux lunes attirent un tout petit peu Mars, mais les lunes s'attirent ensemble.
Et là, on n'a plus de façon de calculer simple. On rentre dans un univers qui devient infiniment plus compliqué, plus difficile, parce qu'il y a une interaction et que cette interaction devient plus difficile à déterminer. On a basculé dans cet univers, on a basculé dans un univers de complexité, et on n'a pas encore les outils pour le faire. C'est une première approche. Ça, c'est un objet que j'adore. Ça s'appelle un tricycléédron. C'est un objet qui, suivant la façon dont on le regarde, est à la fois rond, triangulaire ou carré, ou autre chose. Et plus ça avance, plus je pense que la réalité, le monde, est un tricycléédron. Alors c'est facile pour vous le représenter. Imaginez un tube que vous biseautez 2 fois. Et si vous le regardez sur une face, une fois que vous l'avez biseauté, vous avez un triangle, sous l'autre un carré, en dessous un rond, et puis on peut même avoir une position un peu bizarre. On va peut-être arrêter de s'engueuler pour le fait de savoir est-ce qu'un problème est rond, est-ce qu'il est triangulaire ou est-ce qu'il est carré. Qu'est-ce qui a raison? Mais de se poser une question très simple, de dire mais je veux trouver une solution à un problème, il est trop difficile pour trouver une solution, et bien j'ai le droit déjà de me déplacer. J'ai le droit de choisir de mettre la Terre au centre ou le Soleil au centre. J'ai le droit de choisir de considérer que ce problème est un rond, un triangle ou un carré. Je ne peux pas choisir qu'il soit un losange. Ça, c'est faux, ça n'existe pas. Mais on a plusieurs options qui nous sont ouvertes et on va essayer de trouver celle qui nous est le plus agréable pour essayer de trouver une solution. Dans cet univers, globalement, on n'est pas les premiers à s'être posé la question. Si je regarde en Occident, quand c'est devenu trop complexe, le premier qui nous a donné un chemin, c'est Thalès de Milet, qui globalement invente la science, c'est-à-dire que c'est le premier à dire d'un côté, il y a la mythologie et les dieux, et de l'autre côté, il y a des choses qu'on peut calculer et qui sont reproductibles. C'est le début de notre univers scientifique. Et puis quand c'est plus suffisant, quand on n'arrive plus à trouver de solution parce que les problèmes deviennent trop complexes, on passe à Aristote. Évidemment, il y a plein de gens, c'est une façon d'essayer de mettre quelques repères. C'est beaucoup plus riche que tout ça. Mais avec Aristote, ça c'est notre façon de penser. Globalement, ne lisez pas Aristote, c'est ennuyeux comme la pluie. Vous pensez aristotélicien si vous êtes occidentaux. Il y a des catégories, c'est-à-dire qu'on va ranger les objets par grandes catégories. Par exemple, il y a ce qui vole et ce qui ne vole pas. Dans ce qui vole, il y a ceux qui ont des serres et ceux qui n'en ont pas. Voilà, on rentre dans des catégories. Et l'autre, c'est la causalité. Donc c'est cette idée que le monde peut être décrit à partir des causes et des effets. Et là, ça rend le monde beaucoup plus simple. Mais les problèmes augmentent. Plus d'hommes, plus d'idées, plus de projets, plus de difficultés. Et à un moment donné, avec Aristote, on arrive au bout. On n'arrive plus à aller plus loin en termes d'intelligence pour trouver des solutions à des problèmes complexes. Le coup d'après, une idée? Qu'est-ce qu'on a? Pardon? Vas-y. C'est pas grave. On a Descartes. J'ai un problème trop compliqué, j'arrive pas à trouver une solution, je ne sais pas comment faire. Je prends un gros marteau, je casse le problème en petits morceaux, et je vais trouver un petit endroit, je vais trouver la solution à mon problème. Alors ça marche super bien jusqu'au 19e siècle. Parce que la nature des problèmes devient de nouveau trop complexe pour fonctionner avec la méthode cartésienne. Je donne un exemple. Vous voulez comprendre comment fonctionne la biologie d'une souris, vous utilisez Thalès de Milet, vous faites de la science, donc vous regardez la souris. Ça ne vous donne pas grand-chose. Avec les causalités et les catégories, vous allez décrire la souris de l'extérieur, mais ça ne donne pas encore grand-chose. Avec Descartes, vous prenez votre scalpel, vous coupez la souris en plein de petits morceaux pour comprendre comment la biologie de la souris, vous n'êtes pas beaucoup plus avancé. Et donc, on a une autre méthode. Qu'est-ce qu'on a après, quand c'est devenu trop complexe? Quelqu'un a une idée? Je n'ai pas entendu. Recoller tous les morceaux, oui, mais dans quel ordre? Comment est-ce que je peux comprendre un problème aussi complexe que la biologie d'une souris? Comment ça marche une souris de l'intérieur? On a ça en informatique, on a ça dans tout notre univers. C'est globalement notre méthode, notre réponse aujourd'hui à des problèmes d'une complexité beaucoup trop grande. Quelqu'un a une idée? Alors je vous en propose une, qui est l'analyse systémique. Donc là, tout d'un coup, on se dit, tiens, la souris, c'est pas une souris, c'est plein de systèmes. Il y a le système respiratoire, le système digestif, le système nerveux, le système lymphatique, le système reproductif, il y a plein de systèmes. Et donc on va penser en termes de systèmes et d'interactions entre les systèmes. Et là, on commence à avoir un objet beaucoup plus fin pour pouvoir décrire des situations complexes, mais c'est un objet qui est difficile. Il fonctionne, alors là, on n'a même pas quelqu'un à montrer parce qu'il y a plusieurs enjeux. On a ça en informatique,
on a ça en biologie, on a ça en mathématiques, on a ça dans beaucoup d'univers. On a des éléments qui permettent d'avoir une approche. On a eu en gros 2 approches de l'analyse systémique dans le temps. Le problème de l'analyse systémique, c'est que c'est super bien, ça marche super bien, ça décrit bien les états, ça ne décrit pas les passages de l'un à l'autre. Déjà, ça, c'est pas top. Mais c'est un autre problème, c'est que ça ne monte pas en charge. On trouve très bien des problèmes à petite échelle. Il y a par exemple l'université, enfin l'école de Palo Alto qui a essayé de réfléchir au problème des enfants turbulents. Et avant, on prenait les enfants, on les emmenait voir un psy, on disait voilà, il est turbulent, il est embêtant, il fait des bêtises, traitez-le. Et ce qu'a proposé l'école de Palo Alto, c'est une thérapie systémique. C'est-à-dire, tout d'un coup, on va se poser la question du point de vue du groupe. On va dire, c'est pas l'enfant qui a un problème. C'est l'enfant dans ses interactions avec l'ensemble. Un système, c'est des objets et surtout les interactions, les boucles de rétroaction, c'est ce genre de choses. Donc, on va voir comment ces gens-là fonctionnent ensemble. Et là, on a une chance de comprendre mieux les systèmes. Et bien, ça marche assez bien avec une famille. Si je monte à une grande échelle, ça commence à devenir très compliqué, j'ai trop d'objets. Il y a une personne qui a une idée intelligente. C'est un général américain qui s'appelle McChrystal et qui était responsable des forces américaines au début de la guerre d'Afghanistan. Et il a eu cette phrase qui était une phrase de bon sens. Il a dit, on va peut-être pas refaire le Vietnam si c'est possible. On va arrêter de tirer sur tout ce qui bouge, on va essayer de comprendre la situation afghane avant d'y aller. Parce que c'est peu de chose de dire que les Américains ne comprenaient pas grand-chose de la situation afghane. Et donc ils ont proposé à des gens qui faisaient de l'analyse systémique de bien vouloir faire le boulot. Il y a deux chercheurs, deux militaires américains, mais qui étaient des grosses têtes, qui n'étaient pas vraiment des gros bras, mais qui étaient vraiment des grosses têtes. On les appelle les PowerPoint Rangers à l'intérieur du Pentagone, et qui ont fait une analyse systémique pendant 3 mois pour essayer de décrire la situation afghane, pour dire mais qu'est-ce qu'on va faire? C'est quoi l'enjeu? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Je vous donne le résultat. 3 mois de boulot, très très bien. Voilà. Je ne sais pas quoi en faire. Il y a quelqu'un qui s'est levé au moment où on a montré ça et qui a dit c'est bon, on a trouvé l'ennemi, c'est PowerPoint. McChrystal a dit quand on aura compris votre schéma, on aura gagné la guerre. Donc on a un objet qui est super, qui marche vraiment bien. Ils ont vraiment travaillé, ils se sont donné du mal, c'est propre. Moi j'ai passé du temps à essayer de... Alors ils ont fait en plus des extractions, ça c'est quand on met tout ensemble. C'est plus complexe que ça, on peut aller... À chaque fois, on peut rentrer dans un des objets. Donc, ils ont décrit l'ensemble de ce qui était, selon eux, la situation en Afghanistan. Mais qu'est-ce que je vais faire avec cette solution? On est face à un objet qui est vrai, mais qu'est-ce que je peux en faire? On a une autre approche par la biologie qui est intéressante, qui est le fait de dire... on a eu ça en baie de Thau, pas facile à dire. Baie de Thau, c'est dans le sud de la France, du côté de Béziers. On s'est rendu compte que la population des escargots de mer était en train de diminuer. Et alors pourquoi est-ce qu'elle diminuait? C'est parce que les mâles commençaient à développer des caractères femelles, un problème endocrinologique. Et ben on a utilisé la méthode cartésienne, là bien simplement, en disant ben voilà, on va trouver le méchant, on va casser le problème et on va trouver le méchant. Et on a trouvé le TBT, qui est un composé chimique, tributyléthylène, qui avait un impact, qui était mis dans les nouvelles peintures qu'on mettait sous les bateaux, les peintures anti-rouling, qui évitent que les différents, les huîtres, les moules et tout viennent se coller. Et on s'est rendu compte que ce composé-là avait une influence sur le caractère femelle et mâle de nos amis, les escargots de mer. Le gouvernement français a interdit l'usage du TBT sur le sol français et la population d'escargots de mer est revenue. On est dans un univers connu. Là, on n'est pas dans la complexité. On a un autre problème, c'est on a une diminution de 50% de la fertilité depuis les 50 dernières années. Pas de la reproduction, de la fertilité. Donc on est en dessous du seuil de ce qui se voit. Et là, on entend dans la presse, tout d'un coup, des méchants. C'est les pesticides. Ou alors c'est qu'est-ce qu'on a d'autre comme... On a les bisphénols. Ou alors ce sont c'est les phtalates. Et en fait, à chaque fois, on va passer de l'un à l'autre pour savoir lequel est le vrai responsable. Et il y a une équipe allemande qui a réussi à trouver une solution à ce problème. Ils ont pris des souris, comme on fait à chaque fois. Ils ont laissé des souris se reproduire toutes seules. C'est le groupe témoin. Ils ont pris un groupe de souris auquel ils ont donné beaucoup de phtalates, un groupe de souris auquel ils ont donné beaucoup de pesticides, un groupe de souris auquel ils ont donné beaucoup de bisphénol. Jusque-là, on est dans un truc connu. Et ils ont eu une idée contre-intuitive. Ils ont fait un cocktail à une dose infinitésimale, c'est-à-dire en dessous
à l'échelle, au volume de la souris, en dessous de ce qui est acceptable dans les rivières européennes, avec un tout petit peu de bisphénol, un tout petit peu de phtalate et un tout petit peu de pesticides. Et celles qui avaient une atteinte à la fertilité la plus grande étaient les dernières, celles du cocktail. Et là, on a un problème. C'est-à-dire que nous, on sait bien que la dose fait le poison, on a des effets de seuil, et là, c'est plus un effet de seuil. Là, on est sur autre chose. C'est la combinaison qui fait le poison. Et on voit bien que le gouvernement français peut arrêter le TBT pour faire remonter la population d'escargots de mer, mais elle ne peut pas aller voir chacun des industriels, enfin, je ne vois pas comment ils vont faire, pour aller leur dire « Alors vous, c'est pas très grave, mais si on vous met avec les autres, alors ça fait un petit peu, même à une très petite dose. » On sent qu'on est rentré dans un univers où les choses sont dépendantes les unes des autres et nos cadres conceptuels ont du mal à fonctionner à cet endroit-là et notre façon d'agir a du mal à fonctionner. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Moi, j'ai travaillé sur cette question pendant longtemps et je ne trouvais pas de solution. Coup de bol, à un moment donné, j'ai travaillé avec des neuroscientifiques et j'ai trouvé quelque chose qui me gênait. Souvent, les idées rigolotes, on les a quand il y a... Vous savez, vous n'êtes pas très à l'aise, vous n'avez pas envie de dire non, c'est pas vrai. Vous avez envie de dire, c'est pas exactement ça, je suis pas loin. Ça, c'est des IRMF, donc de l'imagerie à résonance magnétique fonctionnelle. Ça fait des taches de lumière. Et donc, il y avait quelqu'un qui était en train de nous expliquer, quelqu'un de très sérieux, qui était en train de nous montrer un schéma de ce type-là, c'est pas celui-là, un schéma de ce type-là. Et il dit, voilà, cette personne est en train de penser à ça en ce moment. Et je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, non, c'est pas vrai. C'est pas totalement vrai. Je savais bien qu'il n'était pas en train de mentir, j'ai pas en face de moi quelqu'un qui est en train de dire n'importe quoi, mais il y a un truc qui ne va pas dans cette histoire. J'ai mis plusieurs mois pour savoir qu'est-ce que j'aimais pas dans ce schéma, il y avait un truc affreux. Quelqu'un a une intuition ? Une fois, deux fois ? J'ai mis 3 mois si vous avez 10 secondes. Alors moi, ce qui m'a gêné, au bout d'un moment, je me suis demandé qu'est-ce que je voyais. Vous savez, comme le triskiclédron tout à l'heure, la question n'est plus de savoir est-ce que c'est un rond, un triangle ou un carré, mais qu'est-ce que moi je vois. Et en fait, ce que je vois là, c'est des couleurs et un cerveau. Et ce qui me gênait, en fait, c'est la partie noire, la partie éteinte. J'imagine bien que, je ne sais pas, si quelqu'un pense, par exemple, à écrire une lettre, il n'y a pas la partie qui s'occupe des pieds qui est éteinte. Enfin, j'imagine pas que ça marche comme ça dans le cerveau. Donc là, je vois pas comment l'activité cérébrale peut être. Non, moi, voilà, là c'est pour écrire une lettre, j'attends. Pas pressé, hein, vas-y. Évidemment que ça marche pas comme ça. Donc qu'est-ce que je vois là ? Là, je suis pas en train de voir de la pensée, je vois autre chose. Une idée, qu'est-ce que je vois ? C'est pas de la réflexion. Si c'est de la réflexion, il y aurait beaucoup plus de trucs allumés. Comment est-ce que je peux avoir des endroits qui sont noirs, déjà, sur cette image ? Dans la vraie vie, ça ne s'arrête pas. Il n'y a pas des endroits du cerveau qui s'arrêtent pour dire « Non, moi je me mets en pause, j'attends un peu, ça sera mon tour plus tard. » Pardon ? Non, là on est à la veille. C'est quelqu'un de réveillé qui est en train de faire une activité qui est liée, on a l'air de Broca qui est ici, qui est liée à la parole. Il est en train de penser ou de parler, enfin il y a des mots qui se baladent dans cette histoire-là, mais on voit quelque chose. Comment est-ce qu'il peut y avoir des éléments éteints ? Oui, c'est quoi le bruit de fond? C'est bien ça. Il y a un bruit de fond qui a été enlevé, c'est quoi? Ouais, en fait, ce que je vois là, c'est pas un objet. Ce que je vois, c'est une différence. C'est un delta. On a ramené l'ensemble des éléments à zéro, le sang est devenu zéro, et on voit juste des pics d'activité. Ok, donc je vois pas de la pensée, je vois un pic d'activité. Mais en fait, je vois pas un pic d'activité. Ce que je vois là, c'est plus de sucre, ou plus d'eau, ou plus de globules rouges, avec les RMF. Et si j'écoute avec un casque à électroencéphalogramme, ça va être plus d'électricité. Donc je ne sais pas ce qui se passe. Je sais qu'il y a de l'énergie qui est en train de se développer. Je sais qu'il se passe un truc là-dedans. Et bien, cette méthode-là, ce que j'ai ici, c'est plus de sang, plus d'eau, plus de sucre, plus d'activité électrique. Si ce n'est pas de la pensée, c'est quoi? De mon point de vue, c'est une modification dans l'attribution des ressources. Je suis face à un truc que je ne peux pas comprendre. Je n'ai pas le niveau pour pouvoir comprendre un cerveau. Et je ne suis pas certain qu'on ait aujourd'hui le niveau. On est sur quelque chose d'enchevêtré. On a un système complexe. Ce n'est pas juste une analogie, c'en est un. C'est un vrai système complexe. Et pour pouvoir l'absorber, la façon dont la solution qu'on a trouvée, c'est de regarder un pic d'activité. On sent bien que si on avait branché l'appareil, qu'on avait réglé l'appareil différemment, on verrait d'autres pics. Il y aurait plus de tâches ou moins de tâches. Et à cet endroit-là, je suis en train de regarder ce que je vois ici, c'est vraiment une modification dans l'attribution des ressources.
Et j'avais lancé une blague à ce moment-là en disant ça se trouve, ce qu'on est en train de regarder, c'est le système de refroidissement. Et alors j'ai appris qu'il y avait des gens qui travaillaient sur cette hypothèse. Donc peut-être que c'est moins débile qu'il n'y paraît, mais je ne sais pas ce que je vois. Parce qu'avec la même logique, un extraterrestre qui passerait au-dessus d'une autoroute pourrait avoir le sentiment, si on crée des causalités comme ça, que c'est le clignotant qui fait tourner la voiture. Il y a bien deux éléments. Il y a le fait qu'il y a un clignotant et la voiture se déplace. Peut-être que c'est le clignotant qui fait... Donc je vois des ressources, je vois une modification, mais je ne sais pas ce que c'est à l'intérieur. Et bien je suis parti sur cette hypothèse. Je me suis dit, voilà, si on a des problèmes d'un niveau beaucoup trop grand pour que je puisse les traiter, et que je ne sais pas faire parce qu'ils sont trop complexes, peut-être que je peux lâcher la complexité. Et que je pourrais rentrer dans la relation qu'il y a entre la complexité et les ressources. Et c'est ça ce que je vous propose aujourd'hui. Voilà, un écart entre la complexité et les ressources. Je ne sais pas ce que je vois, c'est que dans tout système, on part d'un niveau bas de ressources et de complexité. Si jamais on fait une crèmerie au coin de la rue, en termes de complexité, en termes de ressources, on va y arriver. Vous voyez, c'est pas énorme. Si j'essaye de faire une crèmerie dans toutes les villes du monde de plus de 50 000 habitants, là, tout d'un coup, on va augmenter les ressources et on va augmenter la complexité du problème. Surtout qu'il y a des effets de seuil. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va arriver en Chine, et en Chine, ils ne mangent pas de fromage. Donc la crèmerie, ça va devenir compliqué. Et dans tout système, la fin de l'Empire romain, vous pouvez prendre à peu près n'importe quel objet, on a augmentation simultanée. Au début de l'Empire romain, quand on était les Romains contre les Sabins, c'était pas énorme, quoi, en termes de complexité, en termes de ressources. Quand on est à la fin de l'Empire romain, là, on a un déphasage entre les ressources et la complexité, parce qu'on est arrivé aux marges. Parce que quand les Romains se battent en Écosse contre les Pictes, ils sont en bleu, ils font peur, et ils sont méchants et tout ça, globalement, ça demande beaucoup d'énergie d'emmener des machines de guerre, de faire traverser la Manche. On a très froid, et le gain marginal est de plus en plus faible. C'est-à-dire que si on gagne 1 km² en Écosse, on peut mettre un mouton. Ça ne vaut pas la peine par rapport au gain qu'il y a eu au moment de la prise de l'Égypte, où c'était le grenier à blé de l'Antiquité. Donc on a des effets où, au fur et à mesure, en fin de cycle, la complexité vers l'infini et les ressources non. Ben, l'ensemble des gens que je croise aujourd'hui travaillent à cette histoire-là. C'est-à-dire qu'ils sont en train de produire de moins en moins, mais ils sont en train de faire face à une complexité qui augmente tous les jours. Plus de travail, plus de demandes, plus de règlements, plus de tout, et des ressources qui augmentent, baissent, mais en tout cas ne rattraperont pas la complexité. Ils sont en train de patcher le projet. On a ça en informatique, on voit sur l'urbanisation des systèmes d'information, on voit bien qu'on a des projets qui deviennent de plus en plus complexes et de plus en plus difficiles à mettre en place, et qu'on n'a pas les ressources pour pouvoir le faire. Donc notre première idée super intelligente, c'est de dire « Ah ben ouais, si on nous donnait les moyens, ça marcherait ». C'est pas sûr. C'est une vraie question intéressante. Est-ce qu'en donnant les moyens, on va y arriver? Ben, dans les entreprises, on a ça. À un moment donné, vous avez un secteur qui dysfonctionne. Ils sont 15 et ils sont complètement débordés, ils n'y arrivent plus. Et donc, ils vont voir la direction en disant « Oh là là, mais il faut qu'on double de taille, il faut qu'on soit 30, sinon on n'arrivera pas à produire. » Et là, la direction générale fait « 30, non, c'est pas très intéressant et tout ça. » Négociation un peu pourrie. Vous avez passé de 15 à 18, 19. Et là, c'est pire. Et ça ne s'arrange pas. Et qu'est-ce que fait la direction générale à ce moment-là, quand c'est pire l'année d'après? Oui, vous l'avez. Elle redescend. Ouais. On passe de 15 à 3, 5. C'est-à-dire que tout d'un coup, en coupant les ressources, elle déplace l'écart. Et la complexité retombe. Alors comment un truc qui ne marche pas à 15 pourrait fonctionner à 5? C'est contre-intuitif. Mais en fait, c'est parce qu'il y a plein de choses qu'on va changer. Tout d'un coup, tous les systèmes de validation, vérification, contrôle et tout, on n'a plus le temps, et on va les faire différemment. Et donc les gens vont repenser le projet. Il y a une limite, on sent bien qu'un type tout seul ne va pas réussir à le faire, peut-être que 5 c'est trop peu, mais il y a à un moment donné une relation entre complexité et ressources. Et cette relation est beaucoup plus riche que ce qu'on peut imaginer dans un premier temps. Alors je vous propose un petit jeu, pour essayer de le faire. On va considérer que mon niveau de complexité, c'est pas vraiment de la complexité, mais voilà, c'est un peu tiré par les cheveux, mais ça permet de réfléchir. On va voir qu'il y a beaucoup d'options pour sortir de ce problème. 7, 8. On va accepter l'idée que j'ai un appartement de 30 mètres carrés à Paris, ça doit être à peu près 1 000 € par mois en location. À peu près. Et on va considérer que maintenant, j'ai plus que 800 € à mettre dans mon loyer.
Donc j'ai un écart de 200 euros. J'ai quoi comme option? Alors le premier, c'est de déménager. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'augmente, je baisse la complexité? Il se passe quoi? Non. J'ai 1000 euros et 30 mètres carrés, je baisse, je vais plus loin, plus moche, plus petit, d'une façon ou d'une autre. Donc je vais ramener la complexité jusqu'à 800 euros, jusqu'aux ressources que j'ai. Je vais trouver un endroit qui est moins difficile pour réussir à faire face au fait que les ressources ne vont pas évoluer. J'ai refermé l'écart. En voilà. J'ai quoi d'autre comme option? Trouver un coloc. Alors trouver un coloc, ce serait quoi sur la courbe? J'augmente les ressources, mais je baisse aussi la complexité puisque j'ai moins de mètres carrés. Donc en gros, je referme les deux côtés. J'ai quoi encore comme solution? Je dis 7-8, hein, on a de quoi jouer. On peut renégocier le loyer, je suis d'accord avec vous. Et alors là, on joue sur quoi? La complexité ou les ressources? C'est la complexité, je baisse le prix du loyer. J'ai quoi encore? On augmente ses ressources, on travaille plus pour gna gna gna, tout ça, voilà. On travaille de nuit et tout. Et on augmente le niveau des ressources. C'est très amusant parce que suivant les univers dans lesquels on intervient, quand j'interviens devant des chefs d'entreprise, leur première idée, c'est on augmente les ressources. Quand j'interviens dans des univers de jeunes, c'est souvent la colocation. C'est-à-dire on trouve une logique à deux. Ok, on a trouvé les solutions intuitives. Maintenant, on va chercher des solutions contre-intuitives. Le problème étant l'écart. On veut changer l'écart. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme option? Pardon? On construit une terrasse. C'est une bonne idée. J'agis sur quoi? Sur la complexité ou sur les ressources à ce moment-là? En gros, je déplace le projet. En voilà un. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre comme solution? En gardant ces deux courbes. Là, on a essayé de refermer la mâchoire. Si on l'ouvrait, ça donnerait quoi? On augmente le problème. Vous savez que que globalement, plus égale différent. Si je change la taille d'un problème, je change la nature du problème. Il y a un exemple qui avait été donné par Václavic que j'aime beaucoup. C'est encore un chercheur de l'école de Palo Alto. Il raconte l'histoire d'une famille qui était responsable de faire des abris pour missiles aux États-Unis dans les années 50. C'est pas une technologie très compliquée. On met un peu de tôle ondulée autour d'un missile pour éviter qu'il pleuve dessus. Et ils étaient répartis sur tout le territoire américain pour pouvoir faire la guerre aux Soviétiques. C'est ça le projet. Et donc, oui. Il y a Natacha sur YouTube qui propose « Je prends plus grand et je sous-loue ». Je prends plus grand et je sous-loue. Bingo! Et là, on a fait quoi avec Natacha? Elle loue son appartement tous les week-ends. Elle loue son appartement tous les week-ends. On a deux options. Loue l'appartement tous les week-ends, j'augmente les ressources, puisque je ne bouge pas la complexité. Je ne suis pas là, donc tout va bien. Si jamais je prends beaucoup plus grand et je sous-loue, là, j'augmente la complexité. Je tire la complexité vers l'infini. De fait, je bouge les ressources aussi. Je reviens juste sur les silos à missiles pour plus égal différent. À un moment donné, l'armée américaine fait un missile 5 fois plus grand que les versions antérieures. Qu'est-ce que font les gens? Ils multiplient par 5 les cotes. En gros, on fait un silo 5 fois plus grand. Il y en a qui font... il y a des effets de seuil. Ce qui était une humidité résiduelle dans un petit espace devient une pluie torrentielle toute la journée à l'intérieur du silo. Donc c'est pire d'avoir un silo que de ne pas en avoir. On est obligé de réinventer autre chose derrière. Donc qu'est-ce qu'on va faire pour réinventer? On va, d'une façon ou d'une autre, trouver des solutions différentes pour pouvoir le faire. On va mettre un déshumidificateur, on va mettre de la ventilation, on va trouver une autre solution. Mais si je change de problème, je change de taille, je change de problème. Donc quelquefois, rajouter de la complexité, c'est une bonne idée. C'est contre-intuitif, mais ça marche. On a ça en protection informatique. Quelquefois, pour casser un code, c'est plus simple de mettre un autre code par-dessus. L'image marche bien. Quand vous avez un cadenas et que vous essayez de l'ouvrir, c'est difficile. Si vous voulez casser un cadenas, c'est bien de mettre un cadenas dans un cadenas. Et là, vous avez une prise qui est beaucoup plus forte pour pouvoir casser le cadenas. Donc, quelquefois, rajouter de la complexité fonctionne. Donc, je tire la complexité vers l'infini. Voilà une solution. Elle marche. Si tout d'un coup, je prends 10 000 mètres carrés plutôt que 30, j'ai augmenté la complexité. Je ne sais pas si vous le sentez. Parce que je n'ai pas l'argent pour pouvoir faire 30. Alors, d'abord, il y a des trucs injustes. On va regarder les choses en face. C'est que le prix d'un mètre carré dans 30 mètres carrés est plus cher que le prix d'un mètre carré dans 10 000. Le prix du mètre carré n'est pas le même. Il n'est pas linéaire. Donc déjà, on a un effet amusant. L'autre, ce que proposait Natacha, c'est on va se mettre à beaucoup et donc on va partager d'une façon ou d'une autre. Alors là, on va faire une méga colocation. Donc ça va devenir plus embêtant, plus difficile à gérer, mais tout d'un coup, il y a un certain nombre de choses qui sont des communs. On a une entrée en commun, on n'a peut-être pas besoin tous d'une salle de bain, on n'a peut-être pas tous besoin d'une cuisine. On va pouvoir trouver une logique tous ensemble.
Et bien cette mécanique-là, c'est des classes moyennes qui sont en train de la mettre en place, notamment à Strasbourg, et à Nantes, où des gens les classes moyennes sont pas assez riches pour pouvoir acheter un appartement. Elles ont trouvé une solution qui est contre-intuitive. Ils construisent un immeuble. C'est moins cher pour le faire ensemble. Et donc, ils font des plans, ils achètent ensemble à 12, 15. Ils créent un immeuble ensemble, ça leur coûte moins cher que d'acheter un appartement. Donc, quelquefois, pour trouver une solution à un problème impossible, je vais augmenter la complexité du problème parce que je n'arriverai pas à cette échelle-là à trouver une solution. OK, on en a un. Allez, on en cherche une autre. Il y en a encore d'autres. Là, on a bougé la complexité. Qu'est-ce qui se passe si on bouge les ressources? On a essayé de les monter. Si on les baisse, il se passe quoi? Je coupe les ressources. Je les mets à 0. Le problème change. Mais le problème change à chaque fois. Tout d'un coup, je ne paye plus mon loyer du tout. Bon, c'est illégal et c'est mal. Oh, pas bien. Oui, mais tout d'un coup, j'ai 800 € de plus plutôt que 200 € de moins. Ça tient 1 an et demi, cette histoire. 2 ans si vous êtes malin. Et après, vous pouvez recommencer le coup. Donc, je ne dis pas que c'est bien. Je dis juste, c'est un autre. En stratégie, on parle d'un coût, d'un risque et d'un bénéfice sur chacune des solutions. Et donc, est-ce que j'ai un coût et un risque et un bénéfice différents? Ouais, j'ai un coût, un risque et un bénéfice différents dans cette solution versus la dernière. Donc, quand je vais essayer de trouver une solution à un problème complètement bloqué, quand je n'ai pas réussi avec les outils traditionnels, les outils de Descartes, puis les outils de l'analyse systémique, eh ben, voilà une façon d'aborder les choses, de dire, bah tiens, poussons la complexité vers l'infini, regardons ce que ça donne. Baissons la complexité, regardons ce que ça donne. Poussons les ressources, regardons ce que ça donne. Baissons les ressources. Le problème, c'est l'écart. C'est pas les ressources, c'est pas la complexité, ni les ressources. Mais là, il y a un couple. Je veux vraiment qu'on l'entende. Et comment est-ce qu'on peut l'entendre? C'est simple. Quand vous dites « ça marchera jamais, c'est de la merde » et tout ça, ce que vous dites assez souvent, parce que ce qu'on dit tous un peu souvent, la fin de la phrase, vous avez 3 petits points, c'est toujours « sauf si on avait des ressources infinies ». Il y a bien une relation entre les deux. Et comme on n'a pas des ressources infinies, ah ben non, ça ne marchera pas. Et ben sans ressources infinies, voilà comment est-ce qu'on pourrait commencer à jouer le coup. Je donne une autre vision, j'essaie de le ramener maintenant dans l'univers de l'entreprise. Alors là, il y a quelqu'un qui s'appelle Norbert Alter, qui est prof d'innovation à Pim à Dauphine, à Paris-Dauphine, et qui a eu une lecture intéressante. Il a dit, ben, finalement, le problème, c'est que nous, ce qu'on comprend d'une organisation, d'une façon ou d'une autre, c'est ça. On va avoir un organigramme, alors faites-le dans l'axe que vous voulez. Et une fois que j'ai l'organigramme, j'ai toujours le même discours qui l'accompagne, qui est, oui, alors ça c'est notre entreprise, mais en fait non. En fait, parce que alors lui il s'en va, et puis alors l'autre il vient. Alors en fait ça dépend. Alors sur ce projet-là, en fait, c'est pas exactement ça et tout ça. Et donc on a toujours à avoir une explication autour pour nous expliquer qu'il y a quelque chose qui est là, mais que c'est pas le vrai. Et alors pourquoi est-ce que c'est pas le vrai, nous dit Norbert Alter? C'est parce que les entreprises changent. Et elles changent à plus de 50%, toutes, même celles qui nous paraissent complètement vieilles, engoncées dans leur mécanique et tout. Elles sont tous dans un mouvement de changement. Et Norbert Alter nous propose une lecture différente de l'organisation. Il nous dit, mais plutôt que d'essayer de regarder un truc qui est faux, si on regardait un truc qui est vrai. Si plutôt que d'essayer de comprendre dans une organisation ce qui devrait exister mais qui n'existe pas, on se concentrait sur le mouvement, sur le changement lui-même. Et un changement, c'est quoi? C'est le fait d'aller de A vers B. C'est un vecteur. Ça dit un truc très bête. Ça dit qu'à un moment donné, je pourrais peut-être représenter tous les changements dans une entreprise. Imaginons qu'ici, on soit passionné par, je sais pas, le Green IT, la promotion des femmes au COMEX et le Brésil. On est 3 projets en même temps. Ça nous fait des changements. Et en fait, il y a des gens qui travaillent. Et quand les consultants arrivent ou quand les gens mettent en place des projets, plutôt de considérer que la vraie entreprise, c'est le jaune, d'essayer de représenter ça. Et là, il nous propose une lecture que je trouve super intéressante. C'est de représenter l'organisation comme un tunnel de changement. Plein de vecteurs. Et donc, on aurait du Green IT, des femmes au COMEX et du Brésil. Et si vous voulez faire un super projet, plutôt que d'essayer d'aller demander de nouveau des ressources, d'essayer d'en avoir, et comme elles sont limitées, on sent bien que ça va être difficile, on pourrait peut-être utiliser une autre méthode. On pourrait peut-être, sur un gros projet, essayer de trouver un chemin en négociant des parties du projet contre de l'acceptabilité progressive par les acteurs. Si je veux faire une école, par exemple, plutôt que d'inventer une école à côté des autres projets, je vais faire une école au Brésil, sur le Green IT, avec une femme à la direction. Et là, je vais échanger avec les personnes des parties du projet. Parce que sur l'innovation, qui est la réponse pour moi, en gros, il y a complexité, ressources et innovation, c'est cet univers-là. Sur l'innovation,
Ce qui n'a aucune importance, c'est le projet lui-même. Ce qui est super intéressant, c'est l'objectif. Je veux obtenir un résultat, je veux une école. Mais finalement, l'objet lui-même va changer. Vous allez arriver avec un cube rouge dans votre boîte, face à un client, en disant « il faut absolument faire des cubes rouges, c'est trop bien les cubes rouges et tout ça ». Et là, les gens vont faire « ah ouais, on est intéressé, mais là, on est bleu cette année ». Et donc, si vous voulez que ça passe, si vous voulez trouver des alliés, si vous voulez trouver des ressources, vous allez échanger de l'acceptabilité progressive contre le projet lui-même. Donc, vous allez changer un peu le projet. Vous allez dire « est-ce qu'un cube bleu, ça pourrait… » Ouais, ok, un cube bleu, c'est oui. Puis vous allez voir un autre groupe en disant « ok, nous, on a un cube bleu, c'est ça notre projet et tout ». Et là, vous avez en face de vous des gens qui disent « ah ouais, mais le cube, c'est bien, mais nous, on est très sphère cette année, tu comprends ». Alors là, est-ce que ça vaut encore la peine? Si vous négociez rien, vous avez une idée géniale et il n'y a aucun projet qui va se mettre en place. Si vous négociez tout, vous n'avez plus aucun projet parce que ça n'a plus de sens. On est bien sur quelque chose de fin. Et donc, plutôt que d'essayer de négocier toujours avec les directions générales, ou pareil pour les clients, on pourrait peut-être négocier avec les projets eux-mêmes, avec les mouvements. Trouver des solutions qui soient dans cet échange-là, en essayant de comprendre un système complexe au travers de la gestion des ressources. Mais des ressources, il y en a plein. C'est quoi les ressources qu'il y a dans une entreprise? On va essayer d'en faire quelques-unes et puis après on va en rajouter. On a des gens. On a quoi d'autre? On a du matériel. Pardon? C'est quoi les ressources physiques? Oui, les ressources physiques, personne ou le mobilier. On a quoi d'autre? On a des compétences. Non, il n'y a pas d'argent jusqu'à présent. Hein. Vous travaillez hors sol. On est très très riche chez Dragonfly. Hein. Ouh. Ok, il y a des sous. Il y a quoi d'autre? Il y a le temps. Il y a l'espace, le fait d'avoir des locaux ou pas pour faire des choses. Et très souvent, on s'arrête là. Allez, on en rajoute un petit peu. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme ressources qu'on pourrait aller chercher? Des ressources rigolotes qui seraient gratuites et qu'on pourrait rajouter dans un projet. Il y a le symbolique déjà. Le fait de raconter une histoire, de mettre un logo, de faire un truc, ça existe, ça crée quelque chose à partir de rien. Ça vaut la peine. Et tout d'un coup, entre le projet X22 et quelque chose qui a un nom, avec une image, avec une histoire autour, qui rentre dans un univers mental, tout d'un coup, vous avez durci votre projet. Ça, c'est une des dimensions. Il y a la volonté, le désir. Alors si ça, c'est pas une ressource, à un moment donné, c'est pas la même chose de faire « ouais, on m'a demandé de le faire », ou de faire « oh putain, mais il faut que je le fasse » et tout. On n'est pas du tout dans la même relation. Et alors ce qu'il y a de bien avec le désir, c'est que c'est comme l'amour, c'est pas parce qu'on le donne qu'on en a moins. Donc on peut, à un moment donné, échanger du désir les uns avec les autres. Être capable de donner envie aux gens, c'est pas de la motivation, c'est simplement le fait de dire bah, moi je suis porteur de ce projet, moi j'ai besoin que ça existe. C'est important pour moi. Il y a des gens qui travaillent en IA, il y aura bientôt une conf là-dessus. C'est rarement des gens qu'on a mis là par hasard, enfin qui sont là en disant ouais moi je savais pas trop quoi faire, j'ai fait IA. On sent que l'époque vibre et qu'on a en face de nous des gens qui ont j'ai besoin d'en être, j'ai besoin de vivre ça. Si c'est pas une ressource, ça c'est probablement la plus grande. Donc il y a beaucoup plus de ressources disponibles. Et puis il y en a d'autres. Il y a le réel, parce que le réel est une ressource. Quand j'arrive dans une entreprise pour faire un gros projet compliqué en innovation, bah par exemple, si tout le monde s'adore, c'est une super ressource. On va pouvoir utiliser ça. Si tout le monde se déteste, c'est formidable. Parce que tout d'un coup, on peut faire à peu près ce qu'on veut. Si c'est plat, c'est pas intéressant. Donc ce que nous, on va chercher, c'est pareil que l'image qu'on avait tout à l'heure sur le cerveau. Ce qu'on va chercher, c'est des choses bizarres, des choses limites. C'est des choses qui sont surprenantes. Cet étonnement va nous permettre de voir sortir une allocation des ressources différentes. Si je veux comprendre, par exemple, une entreprise comme Cloud Temple, bah, je peux essayer de l'analyser lourdement et tout, mais je peux aussi suivre une ou deux ressources. Par exemple, à quel endroit dans le bâtiment la lumière reste allumée le plus longtemps? Qu'est-ce qui consomme le plus de papier? Où est-ce qu'il y a le plus de mails? Ça ne me dit pas grand-chose, mais ça me dit c'est là qu'il se passe un truc. J'ai juste un périmètre. Il n'y a pas de causalité, il n'y a pas d'explication. Mais ça me permet de concentrer ma recherche, mon intelligence, sur un objet. Et donc d'essayer de comprendre plus vite. Allez, on finit avec un petit jeu. Le jeu. J'ai un petit voilier. Et il est en bas là. Et je voudrais aller de Bretagne en Angleterre. C'est une métaphore du projet, puisqu'on est tous en mode projet. Projetons. Comment je fais? Proposez quoi? Pour aller de Bretagne en Angleterre. Prenez le micro, ça va être plus simple. Prends le micro. On regarde d'où vient le vent un peu, parce qu'avec un voilier,
On sent que le vent, ça compte un peu. Ça peut compter les courants aussi. Ah, il y a des courants, il y a du vent. Donc ça, on va en avoir besoin à un moment donné. Ok, une fois que vous avez regardé le vent et les courants, vous faites quoi? Parce qu'ils changent tout le temps. Hein. Enfin, bonne chance. Hein. On a quoi d'autre? On tend la toile déjà. Pardon? Faut tendre la toile déjà, sinon on va pas avancer. Ah oui, non, il vaut mieux avoir un bateau qui n'ait pas un trou et avec une toile qui est tendue. Ça, on va être d'accord sur le fait qu'il faut avoir un minimum de ressources disponibles pour pouvoir le faire. Mais vous allez d'où à où et comment? Non, moi je revends le voilier et j'achète un bateau à moteur. Et oui, je revends le voilier et j'achète un bateau à moteur. Voilà. On va rester sur le voilier 10 minutes. Qu'est-ce que vous proposez? Vous allez d'où à où? Vous partez à n'importe quelle direction? Vous passez par Marseille? Ça va être long, hein? C'est pas mal. Vous voulez le refaire avec le micro? On calcule le trajet le plus court. C'est quoi le trajet le plus court à votre avis? Intuitivement, comme ça. Vol d'oiseau. Ouais, vol d'oiseau. Donc je prends les 2 points les plus rapprochés. Ça doit être, je sais pas, Brest-Southampton ou Saint-Malo-Southampton à peu près. Ça doit être ça. Ok, je prends les 2 points les plus proches. Parce qu'on n'a pas envie de faire n'importe quoi. Et j'essaye d'avoir quoi comme chemin entre les 2 points? Bah, le plus droit possible. Ok. Bah voilà, on est sur une métaphore du projet. Je vais voir avec vous si ça a du sens. La Bretagne, c'est là où je suis. Mon objectif, c'est d'aller en Angleterre. Je cherche les 2 points les plus courts pour pas perdre trop de temps. Et tant que faire se peut, j'essaye d'aller dans une ligne droite. Mais je sais que le monde est plus complexe, qu'il y a des courants, des vents et des marées. Et il y a aussi des bateaux dans la Manche. 3 fois rien. Et donc, je vais les modéliser. J'ai des vents, j'ai des marées, j'ai des courants, tout ça, tout ça. J'essaie de voir si ça a du sens. Je reprends. L'état initial, je suis en Bretagne. Le moyen, mon voilier. Mon objectif, aller en Bretagne, aller en Angleterre. J'ai trouvé les 2 points les plus courts. J'ai comme projet la droite, mais je suis obligé de tenir compte des éléments, des courants, des vents et des marées. Ça, c'est ma matrice de contraintes que je vais intégrer dans mon projet. Est-ce qu'on est d'accord? Oui, non? Oui? C'est n'importe quoi. Le réel ne peut pas être une contrainte. Ça, c'est le réel. Le projet, c'est dans votre tête. Les courants, les marées, ils existent vraiment. Ça, c'est le réel. C'est une projection intellectuelle de se dire, tiens, je vais faire entre les deux. J'ai un objectif, ça, je ne vais pas y bouger. Le projet, lui, on peut le travailler. Et le réel n'est pas la matrice de contrainte, elle est quoi? Si je veux aller de Bretagne en Angleterre, c'est quoi les courants, les vents et les marées? C'est la ressource. Le réel est une ressource, ce n'est pas une contrainte. Mais pas tout le réel. C'est-à-dire que les bateaux qui me viennent dans la figure, d'une façon ou d'une autre, c'est pas positif. Peut-être que je peux profiter un peu du passage pour me mettre un peu dans leur ligne. Mais globalement, même un vent contraire m'est favorable. Je peux tirer des bords, je peux essayer de remonter. Mais s'il n'y a pas de vent, j'ai rien. Le réel, c'est-à-dire, par exemple, dans une entreprise, les humains qui sont chiants, difficiles, enfin, je ne sais pas si vous voyez bien, la réalité du monde, c'est simplement une ressource. La difficulté en est une. La complexité elle-même est une ressource. C'est-à-dire qu'à un certain moment, on a plus de cartes dans le jeu, quel que soit le jeu. Et donc, ce qui était un truc difficile à penser, parce que je suis bloqué sur mon idée originale, qui est de dire j'essaye d'avoir un vecteur le plus court, d'avoir la petite flèche qui marche, parce que ça, c'est vraiment important. Et bien finalement, c'est ce qui va me bloquer, ce qui va m'empêcher de voir les choses. Ce que va faire le marin en vrai, il va utiliser le réel. Et bien si on arrive à lâcher le projet, ou du moins considérer que le projet est la variable d'ajustement du projet, que l'objectif, lui, n'est pas une variable. Je veux vraiment aller en Angleterre. Finalement, je m'en fiche que ce soit Southampton. J'ai besoin de décider de l'endroit d'où je pars, par exemple Saint-Malo. Mais l'endroit où je vais arriver, finalement, il est moins grave. Je vais voir si c'est plus intéressant ou moins intéressant, mais j'ai le choix. J'ai beaucoup plus de choix qui est ouvert. Et l'autre, ça va se définir en fonction du réel. Et le réel, c'est tout ça. C'est pas, oh, ils m'embêtent, ils me donnent pas les moyens, et puis il y a d'autres projets, et puis ils veulent pas travailler avec moi. C'est au contraire cette négociation avec le réel qui est, je prends le courant ou je prends pas le courant. Je prends le vent ou je prends pas le vent. Je négocie avec le réel pour obtenir un résultat. Là, pour finir, on a une complexité comme ressource et pas comme matrice de contraintes. Les vents, les courants, les marées seront considérés comme des contraintes dans le cadre d'un trajet direct ou des ressources pour justement traverser la Manche. Voilà un peu l'objet de ce qu'on a fait ensemble.
De dire, quand je suis face à un problème que je peux traiter classiquement avec les objets classiques, faites-le, faisons-le, ça marche. C'est pas la peine d'utiliser ça tous les jours. Mais si je suis face à un projet qui est impossible, j'ai pas les moyens, c'est trop dur, personne ne comprend rien n'a été défini, rien ne marche, bah, j'ai plus d'options qui sont ouvertes. J'en ai une par exemple. Si je suis totalement perdu dans l'univers, nous disait Einstein, bah, il me faut un point et une droite. Le point, c'est vous, et vous tirez une droite. Dans n'importe quelle direction, vous avez un repère dans l'univers. Vous n'êtes plus perdu. Et bien ce repère-là, quand je suis face à un projet trop complexe et que j'arrive pas à le faire, ça peut être votre volonté. À un moment donné, si je veux un truc, personne ne peut venir en vous disant « non, tu le veux pas, ça n'a pas de sens ». Si on discute sur le fait que c'est blanc, c'est noir, c'est une bonne idée, on peut en discuter jusqu'à la fin des temps. Mais si vous voulez quelque chose, c'est un fait dans l'univers. C'est un objet qui ne bougera pas. Et donc je vais peut-être m'appuyer beaucoup plus sur ces éléments-là, de dire « moi je veux quelque chose, peut-être que je le veux pour une mauvaise raison, peut-être que je me trompe ». Ça n'a aucune importance. Le simple fait de vouloir crée un objet dans l'univers. Et cet objet-là est une ressource qui va pouvoir être utilisée par les autres parce qu'on va en faire quelque chose d'une façon ou d'une autre. Et ben voilà. Merci. Y a-t-il des questions? Non. Ils sont assommés. Non? Eh bien, c'était tellement clair que non. Je vous remercie infiniment alors. Je vous souhaite une très bonne journée.